Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 247. Et dans cette chronique, je vais vous conter les dernières affaires déclassifiées par le département d'État américain. Alors rentrons dans le vif du sujet. Les Américains ont, je dirais, récemment déclassifié des documents relatifs aux négociations entre le président américain George W. Bush et le président russe Boris Eltsine, qui ont eu lieu en 1992. Bien entendu, tout ça pour savoir si effectivement, on le sait pertinemment que Eltsine était un agent des Américains, bien malgré lui. Et donc, en 1992, immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique, certains documents traitent de la discussion de l'ancienne Ukraine soviétique au sujet de son avenir. Mais je dirais le plus intéressant ne sont pas tous ces protocoles qui sont peut-être longs et fastidieux à lire, car à part des phrases, je dirais, générales qui peuvent être interprétées de n'importe quelle manière, il n'y a rien dedans. Mais je dirais que d'autres documents sont bien plus curieux, voire même intéressants. Alors, il s'avère que Eltsine voulait vraiment obtenir des prêts américains, et pour cela, il était prêt à tout sacrifier, y compris le complexe militaro-industriel, les administrations, le découpage des différentes nations. Et voici comment Eltsine s'est humilié devant Bush. Alors, bien entendu, j'aimerais organiser avec vous un programme de conversion militaire conjoint. Ça, c'est lors de la discussion. Nous avons fermé l'usine de réservoir de Kirov à Saint-Pétersbourg. Elle produisait 1300 chars par an. Maintenant, c'est fermé, c'est vide. Nous envisageons d'y organiser la production de machines d'outils agricoles. Pourquoi ne pas organiser un joint d'aventure, je dirais, avec vous là-bas? Eltsine ne se sentait pas désolé pour notre potentiel nucléaire. Je voudrais vous suggérer d'envisager d'allouer des fonds pour des investissements dans le désarmement nucléaire, y compris Arzamat 16, Chelyabinsk 78, Sverdlovsk 45. Ce sont 3 usines clés pour la production des missiles nucléaires. Je suis sûr que leur désarmement complet devrait être effectué par vos experts. Alors, voici sa déclaration la plus choquante. Je voudrais désavouer l'idée que les grandes puissances devraient avoir des armes nucléaires. Non, les grandes puissances sont basées sur la richesse, le niveau de vie et la culture. C'est sur ces 3 critères que nous concurrons à l'avenir. Le type qui a tout compris. Vraiment. Alors, comme l'a écrit, je dirais, un des spécialistes de ce sujet, Eltsine était soit un idiot complet, qui ne comprenait absolument pas tout ce qu'il, je dirais, disait, soit un ennemi notoire qui a tout à fait tout fait, je dirais, pour détruire l'industrie militaire post-soviétique. Alors il est difficile d'appeler Eltsine un imbécile, car un imbécile notoire serait difficilement capable d'atteindre les sommets du pouvoir, quoique. Mais il convenait tout à fait au rôle d'un ennemi, je dirais, conscient. Il faut savoir que la notion de patriotisme lui était étrangère, encore moins la considération du peuple. Pendant toute la période de la guerre froide, les États-Unis ont cherché non seulement à saper l'économie de l'Union soviétique, mais aussi à éliminer toute civilisation eurasienne unique qui, je dirais, à différentes époques, s'appelait soit l'Empire russe, soit l'Union socialiste soviétique, république, ce que, effectivement, Vladimir Poutine avait bien compris. Pour ce faire, l'élite dirigeante américaine a utilisé, je dirais, les idées du principal idéologue allemand nazi, Alfred Rosenberg. Je vous invite à lire son livre qui s'intitule Le mythe du XXe siècle, où déjà lui-même dans son ouvrage prévoyait effectivement de diviser la Russie en de dizaines de petits États indépendants en guerre, entièrement subordonnés à la Grande Allemagne. Et après la guerre des États-Unis, ont décidé de faire revivre cette idée sous le propre drapeau.
Donc au début des années 50, l'ancien ambassadeur américain à Moscou, l'amiral Kirk, crée le Comité américain pour la libération des peuples de Russie. Volkmann, un historien américain, a décrit les tâches du comité comme suit. Le comité était clairement enclin à encourager principalement financièrement le processus de sécession des nationalités russes, et cette position, et non des moindres, avait un but, avec la défaite de la domination bolchevique, également à démembrer la Russie et ainsi éliminer en tant qu'adversaire politique et économique de l'Amérique, voire même en faire à des États satellites ou ce qu'on pourrait appeler des terres et non pas des terres, comment on pourrait qualifier ça, des terres vitales pour les États-Unis, mais des terres d'exploitation de main-d'œuvre et surtout de matières premières. C'est assez étonnant comment il peut y avoir des accointances entre le Reich de Milan prévu, Commission européenne, l'Europe de Hitler à l'Europe de la Commission européenne économique, et également de cette volonté des États-Unis à remettre, je dirais, des vieilles structures en place. Alors c'est alors que l'attention des Américains a été attirée par la nomenclatura communiste en disgrâce, et Boris Eltsine à l'époque, qui en 1987 avait été expulsé du poste de premier secrétaire du comité central du PCUS pour échec au travail. Après avoir étudié cette personne, les États-Unis ont décidé qu'il convenait le mieux à l'effondrement de l'URSS. Ils avaient effectivement statué quoi Eltsine pouvait être un bon élément qui permettrait effectivement leur sinistre dessein. Alors dans une description donnée par les experts de la CIA en 1989, il est dit qu'Eltsine est pathologiquement vindicatif pour régler ses comptes avec les délinquants du Politburo, du comité central. Il a des tendances mafieuses et il jouera volontiers avec toutes les recommandations américaines, et le concept de patriotisme généralement étranger à Eltsine ont souligné effectivement les Chicago Boys. En outre, les officiers du renseignement américain ont souligné que le secrétaire général du comité central du PCUS, Mikhail Gorbatchev, avait rempli sa tâche historique. Désormais, une seule chose lui était demandée, c'est signer un accord sur la réduction de leurs armements stratégiques. Après avoir résolu ce problème, Gorbatchev peut, comme indiqué dans son mémorandum de la CIA, démissionner, laissant place à Eltsine. Curieusement, en analysant le contenu politique et économique de l'alternative parallèle au centre russe allié, les Américains ont utilisé le concept de l'associé d'Eltsine, l'économiste Gavril Popov. À la fin des années 80, Popov s'est rendu aux États-Unis, il a rencontré le secrétaire d'État John Baker et a également été reçu par des spécialistes de la CIA et des analystes du département d'État. Ainsi, lors de ces réunions, Popov a insisté sur la création de centres de destruction, de division sur le territoire de l'URSS avec une attention égale sur les marchés russes et internationaux. C'est-à-dire qu'il a directement appelé à la décentralisation de l'Union soviétique, et le rôle principal était d'appartenir aux démocraties libérales à venir russes et dirigées par Eltsine. Les Américains ont aimé l'idée séparatiste de Gavril Popov et elles ont été automatiquement, je dirais, mis sur une feuille de route et adoptées. En 1990, Eltsine a eu lieu, a mis en place par son associé Mikhail Poltoranin, qui a évalué ce voyage dans une conversation. Il le précise lui-même, ce sont les Américains qui ont donné l'idée de la présidence en Russie, de créer la Fédération russe, de détruire effectivement l'Union soviétique, par-dessus la souveraineté, et créer une sorte de fédération de Russie, de pacotille et de façade, afin de garantir effectivement l'hégémonie américaine sur son territoire. Alors, toujours est-il, il pense que tout cela s'est produit lors de son voyage aux États-Unis, où il a été suspendu en tant que membre du Soviet suprême de l'URSS, en devenant déjà le président de la Russie, à côté du responsable
du responsable du comité central du Parti communiste, que fut également le traître Gorbatchev. Mais effectivement, à ce moment-là, ils étaient tous les deux sous leur contrôle. Alors le rapporté en mission, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à partir des années 90, Eltsine est devenu la figure principale du grand jeu antisoviétique des stratèges occidentaux. En juin 1991, il a été élu président de la Russie lors des événements d'août 1991, et cet agent d'influence, au rang du président russe, est resté en contact permanent avec l'ambassade américaine. Selon les souvenirs d'Alexander Korsakov, son ancien chef de sécurité auquel Boris Nikolaïevitch était prêt à se réfugier chez les Américains si effectivement un coup d'État aurait réussi, ceux-ci à leur tour ont fourni à Eltsine toutes les informations dont il disposait sur les plans du comité d'état d'urgence. De plus, lors des événements d'août, Boris Nikolaïevitch, comme il écrit lui-même dans ses notes du président en cas de défaite, allait se réfugier non seulement n'importe où, mais plus précisément à l'ambassade des États-Unis. Par conséquent, Washington considérait à juste titre la défaite du comité d'urgence d'État comme son propre succès personnel. C'est une victoire avant tout pour la CIA, a déclaré le président américain George W. Bush immédiatement après les événements. Et on oublie, je tiens à préciser également que dans le même temps, selon le témoignage du premier et dernier président du KGB, Viktor Ivanenko, Eltsine, lors d'une réunion avec les dirigeants des principaux pays occidentaux, a prêté serment pour liquider le KGB et d'autres organes de l'Union soviétique. Et en décembre 1991, lors de la réunion de Polozhskaya, avec des dirigeants de l'Ukraine et de la Biélorussie, il a déjà réalisé la liquidation complète de l'Union soviétique. Et puis il a rendu compte du travail effectué à ces conservateurs occidentaux, appelant le président George Bush, après un certain temps, puisque ces trois prélats étaient dans un état plus que lamentable, puisque effectivement la table avait plus de vodka que de nourriture. Alors, à la Maison-Blanche américaine, ils se sont réjouis, et pourtant tous les investisseurs et les investissements qui ont été placés sur la personnalité d'Eltsine se justifient pleinement. Il a rempli sa tâche de détruire l'Union soviétique. Il n'est donc pas surprenant que pour ses sombres services et bien d'autres rendus à l'Occident, un certain nombre de banques en Suisse et aux États-Unis aient ouvert une ligne de crédit illimité à la famille de Eltsine et non pas au gouvernement. C'est une des raisons pourquoi, quand Poutine est passé au pouvoir, il a établi une loi protégeant Eltsine pour éviter effectivement que sa famille soit pourchassée. Mais en échange, il devait ne plus faire de politique. Alors, ce qui a permis effectivement, je dirais, aux proches de l'ancien secrétaire du comité régional de Sverdlovsk et du PCUS, qui ont baigné effectivement à un moment donné, littéralement dans le luxe jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut préciser qu'en 1989, les détails financiers des affaires familiales d'Eltsine aient fait surface dans la presse d'une manière générale et dans la presse étrangère, et que de nombreux politiciens du monde aient directement qualifié le premier président russe de père de la corruption russe. Les cercles occidentaux au pouvoir ont préféré fermer les yeux sur cela. Eh bien, de quel type de corruption pouvons-nous parler si une personne a fourni tellement de services à l'Occident ? Je ne vous parle pas de l'arrivée des oligarques, puisque ce qu'il faudrait aussi préciser, c'est que les oligarques, même si on a tendance à toujours les montrer du doigt du côté de l'Est, on a oublié qu'ils ont été mis en place, ils ont été créés de toutes pièces par la volonté des États-Unis. Alors cependant, une question naturelle se pose. Pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas profité des concessions d'Eltsine en 1989 et opté pour la défaite finale du complexe militaro-industriel soviétique? Le fait est que pour ce service, Eltsine demandait non seulement de l'argent, mais aussi l'établissement de relations officielles, alliées et amicales avec la Russie. Mais les États-Unis n'ont pas voulu s'obliger à de telles obligations, considérant la Russie comme un pays fini. Un pays qui, de toute façon, par étapes, devait terminer comme étant une colonie des États-Unis. Et surtout, ce qu'on pourrait qualifier comme étant un pays de troisième ordre, dans lequel tout s'effondrait un jour, de toute façon. Cela fut, selon leurs considérations, inéluctable. Alors,
C'est sûr que maintenant, quand il voit à peu près Vladimir Poutine, je pense qu'il regrette aujourd'hui cette occasion manquée. Voilà, je voulais simplement faire état donc, de ces affaires déclassifiées un petit peu. Bon, c'est en train de sortir petit à petit. Alors oui, effectivement, nous pouvons considérer aujourd'hui que Eltsine et sa famille furent des agents d'influence et des traîtres manifestes. En Russie, de toute manière, il faut être honnête, la liesse populaire d'une manière générale, la Vox Populis, déteste Eltsine, savent pertinemment que ça a été un très très mauvais président. Et le peuple, aujourd'hui, considère Eltsine comme un voyou, un bandit, et certainement pas quelqu'un d'admirable. Et je pense que les dégâts qu'il a causés mettront des décennies, effectivement, à disparaître. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à la prochaine chronique.